donc bonsoir à tous. Je m'appelle Rémi Monet. Ça, c'est le titre de ce que j'ai prévu de présenter. Donc, Learn to Learn, Facts About Learning. Les slides seront en anglais, mais je pense que vous parlez tous français, donc je vais parler français. Bon. Ok, du coup, aujourd'hui, donc je suis Rémi Monet, je me présenterai un peu plus juste après, mais aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous parler, c'est de qu'est-ce qu'on sait sur comment on apprend et comment vous pouvez finalement vous en servir pour apprendre mieux, faire trois choses principalement: apprendre mieux, aider les autres à apprendre mieux, et puis aider les autres finalement à mieux se sentir. Bon, ça donc voilà, je passerai pas mal de temps à vous présenter, à lister des ressources qui sont plus détaillées par rapport à ce que je vais présenter, parce qu'en préparant, j'ai remarqué qu'en fait, on pourrait facilement parler pendant 2 heures. Et voilà, donc je vais essayer de condenser les choses. Ce sera un peu patchwork, je vais présenter différentes choses un peu indépendamment par moment. Voilà, je m'excuse si c'est un peu fouillis, mais bon, on va faire avec. Donc qui je suis? Je suis enseignant-chercheur, donc j'enseigne à la fac ici. Je fais de la recherche dans le bâtiment d'en face, donc en machine learning, donc en informatique. Donc comment apprendre à partir de données. J'avais déjà fait un talk ici pour ceux qui étaient là. À côté de ça, je suis impliqué dans différentes choses. Il y a une qui est importante à mon goût et qui est importante ici, ça s'appelle Software Carpentry. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler les craftsmen, etc. dans le domaine du software. C'est un groupe de gens, principalement des chercheurs et chercheuses, qui se mettent ensemble pour essayer d'enseigner des compétences, disons, de base en informatique, donc principalement Python, Git, Bash et un peu de base de données, à des scientifiques, parce qu'on remarque que dans pas mal de sciences, les gens ne sont pas formés et passent des semaines et des semaines, voire des mois, à faire des choses qui vous prendraient, vous, à peu près 1 minute ou 2. Voilà. Donc, ça, c'est pas important. Oui, ici, j'ai des petits projets qui m'intéressent aussi, un peu open source, etc. C'est pas vraiment le cœur ici. Donc, je vais d'abord vous parler de comment on peut, qu'est-ce qu'on sait sur apprendre. Alors, je ne m'attarderai pas sur la recherche, la science, etc. Il y a des références, vous pouvez creuser, etc. Mais je vais essayer de me concentrer sur les choses importantes pour qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour apprendre mieux? Alors, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, tant mieux, d'autres, pas forcément. En fait, ce qu'on a vu, si on étudie le succès des gens dans leur apprentissage et dans leur vie, c'est que ce n'est pas l'intelligence au sens du QI qui va déterminer si quelqu'un réussit sa vie, entre guillemets. Là, il manque un schéma, parce que j'ai changé par tout à l'heure et j'ai oublié de copier une image. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit, entre guillemets. Ce qui dirige, ce qui a le plus d'influence sur comment les gens vont apprendre, c'est dans quel état d'esprit ils sont. Ça impacte tout. L'état d'esprit va impacter comment on se comporte, à quel point on est persévérant, à quel point on arrive à apprendre. Et donc, une des choses les plus importantes à mon goût, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. C'est l'état d'esprit qui consiste à dire qu'on peut évoluer et que l'intelligence n'est pas statique, contrairement à l'état d'esprit, on va dire, opposé, qui est le fixed mindset, qui va dire que l'intelligence est statique. Donc, on dit que quelqu'un est doué, que quelqu'un est très fort, qu'il a un don pour telle chose, etc. On pense, quand on dit ça implicitement, que l'intelligence est statique. La conséquence, c'est que si vous avez cet état d'esprit, ou si vous le cultivez, ce qui se passe, c'est que vous allez vous dire: je suis bon dans tel domaine, super, je suis une star, mais je suis mauvais dans ce domaine, et jamais j'arriverai à apprendre. Moi, je ne joue pas d'instrument de musique, et j'ai un peu l'état d'esprit qui est que c'est trop dur pour moi. Peut-être qu'un jour, si j'essaie vraiment, ou si j'arrive à enlever cet état d'esprit, je pourrais être musicien. Donc l'opposé de ce mindset, c'est le growth mindset, qui dit que l'intelligence, c'est quelque chose qui se développe, qui dit aussi que l'intelligence, c'est par domaine, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence. Et l'idée, c'est vraiment qu'on doit croire, on doit être convaincu, ce qui en fait est un fait à peu près vrai, qu'on peut apprendre n'importe quoi si on met l'effort, qu'on travaille et qu'on pratique. S'il y a un message que vous devez garder en tête, c'est celui-là. Ayez ce mindset.
il y a des expériences qui ont été faites assez intéressantes, vous pouvez trouver des résumés sur Twitter, sur n'importe quoi, qui montrent que ce mindset change fortement comment vous réagissez à l'échec en particulier. Vous allez réagir à l'échec de manière très différente si vous êtes dans ce cas-là, puisque l'échec voudra dire que vous êtes mauvais et il n'y a rien à faire. Dans un cas comme ça, l'échec veut dire j'ai échoué, il faut que je pratique pour pouvoir apprendre. L'échec est en fait un signe et une preuve d'apprentissage finalement. Je vais couvrir quelques points qui n'ont pas à voir avec ça, qui sont un peu des astuces entre guillemets de comment faire pour que votre apprentissage se passe mieux. Alors, ça peut paraître bizarre, mais un des premiers points, c'est de faire du sport, en particulier des sports d'endurance. J'avais une discussion aujourd'hui avec qu'est-ce que le sport déjà. Il semblerait que le sport implique un jeu, un aspect jeu. Donc certains sports d'endurance ne seraient pas des sports de ce point de vue-là. Mais bon, ce qui a été prouvé, c'est que ça stimule le développement des neurones. Voilà, par exemple, si vous croyez qu'on ne crée plus jamais de neurones, comme certaines personnes croient, c'est pas vrai. Et quand vous faites du sport, ça incite à développer des nouveaux neurones. Et ça réduit le stress, qui a été montré comme étant quelque chose de positif pour l'apprentissage. Du même ordre d'idée, bien dormir, c'est important. Alors on a tous tendance à traîner sur Twitter le soir ou se dire j'ai beaucoup de travail, alors je vais moins dormir, comme ça je ferai plus de choses. Ce qu'on voit, c'est que quand on manque de sommeil, on est moins bon, on va moins vite, entre guillemets, on travaille moins vite, on travaille moins efficacement, on fait plus d'erreurs, etc. Côté apprentissage, on a montré que ça permet de consolider ce qu'on peut apprendre ou pratiquer. Et effectivement, quand on n'est pas fatigué, on a tendance à être beaucoup plus concentré et beaucoup plus efficace sur toutes nos tâches. Alors, une petite chose à part, c'est faire des activités qui ne sont pas forcément du travail, où on est concentré. Donc, par exemple, la méditation, c'est un exemple, mais vous pouvez prendre un peu n'importe quelle activité où on est concentré dans ce qu'on fait. Ça permet aussi de réduire le stress, que ce soit pendant la pratique ou après. C'est-à-dire qu'on va mieux gérer les événements qui pourraient nous stresser et améliorer nos capacités de concentration. Alors en fait, j'en parlerai pas, mais il y a un peu deux modes dans la vie. Il y a le mode où on se sent menacé, on a une réponse qui est de stress, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va se dire, soit faut que, c'est un instinct naturel, soit il faut que je combatte, soit il faut que je m'enfuis. Et notre état d'esprit, quand on est stressé, c'est celui-là. On est dans un état d'esprit de notre cerveau reptilien nous dit, il faut que j'apprenne à décider, est-ce que je combats ou est-ce que je m'enfuis. Quand on fait ça, on ne réfléchit pas tellement. Donc le stress est mauvais pour ça, parce que ça nous empêche de bien réfléchir. Donc le prochain slide, ce sera une liste de techniques d'apprentissage qui ont été étudiées dans une étude, avec en gros, est-ce qu'elles marchent ou pas. Alors, je vais faire un petit sondage. Combien d'entre vous aiment bien, ont un fluo dans leur trousse ou sur leur bureau, aiment bien mettre en fluo les choses? Ok. Bon. Donc, surligner les choses, en fait, on a montré que ça n'apportait pas grand-chose, voire c'est négatif pour ce qui est de l'apprentissage. Après, si vous avez un document de 200 pages et qu'il y a 3 chiffres importants, effectivement, les mettre en fluo, c'est utile. Mais si c'est quelque chose que vous essayez d'apprendre ou d'assimiler, on a montré que finalement, ça ne marche pas. Faire des résumés, ça ne marche pas tellement non plus, parce qu'on a tendance à relire les résumés. Pour relire un résumé, en fait, quand on relit les choses, ça ne marche pas non plus. Quand on relit, on a juste une impression d'avoir compris en général. Donc il y a des choses en fait, qui ne sont pas efficaces, voire négativement efficaces. Si on prend les choses qui marchent le mieux, c'est la pratique distribuée. Alors distribuée, c'est pas on va se distribuer à différentes positions géographiques. C'est de en fait travailler, ou apprendre, ou travailler une technique ou n'importe quoi, souvent. Plutôt que beaucoup, plutôt que passer 2 jours à faire du JavaScript à fond, il vaut mieux faire 2 heures de JavaScript, je sais pas, 4 fois, tous les jours pendant 2 semaines, par exemple. Et se tester, c'est aussi important pour progresser. En fait, quand on est dans une situation de test, où on va essayer de savoir si on sait, ce qui est complètement à l'opposé de relire un contenu, on va vraiment
rappeler nos connaissances, on va essayer de savoir ce qu'on sait. Et là, on va vraiment voir les lacunes, on va recréer des connexions, etc. La pratique entrelacée, c'est une sorte de pratique distribuée où en fait on va travailler sur différentes choses l'une après l'autre. Alors c'est pas faire 10 choses à la fois, c'est par exemple au lieu de faire une semaine de 2 jours de JavaScript, on va faire une après-midi de JavaScript, une après-midi de CSS, une après-midi de JavaScript, une après-midi de CSS. Donc ça marche, un peu moins bien. C'est pas le fait que ce soit entrelacé qui est clé par rapport au fait que ce soit étalé. Okay. Donc, je vous ai dit comment bien prendre soin de vous pour être dans des meilleures conditions pour apprendre. Maintenant, comment bien apprendre? Alors, avec ce qu'on a vu juste avant, on peut essayer d'appliquer des techniques, c'est-à-dire qu'on va programmer dans notre agenda, on va dire, quelque chose, des répétitions, en fait, le fait d'apprendre à des endroits espacés dans le temps. Plutôt que de booker une semaine pour faire un truc, vous mieux essayer de booker un matin toutes les semaines pendant 2 mois, vous apprendrez mieux et vous retiendrez mieux. Quand vous avez quelque chose de compliqué à apprendre, en général, ce qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre globalement les choses, comment elles s'articulent, même si on ne comprend pas les détails, puis après d'aller dans les détails. Une sorte de puzzle, si vous avez un peu une idée de où sont les bords, où sont les coins, qu'est-ce qu'il y a à tel endroit, vous allez arriver à reconstruire le puzzle beaucoup mieux que si vous essayez de faire pièce par pièce. Et de manière délibérée, essayez de regrouper les idées. Donc on apprend beaucoup de choses, il faut essayer de regrouper, de créer des liens entre les idées, de regrouper des concepts, comme ça, CSS, ça devient un concept en soi, et on n'est plus en train de dire, voilà, il y a style égal machin, etc. Il faut essayer de regrouper les idées pour pouvoir gérer un peu mieux le fait que la complexité augmente. Donc il y a le concept de chunk, vous avez sûrement entendu parler, certains d'entre vous au moins, c'est que dans la mémoire à court terme, on peut maintenir que, alors certains diront 7 plus ou moins 2 éléments, alors, si on regarde un peu, c'est plutôt 5 plus ou moins 2. Voilà, donc en fait, l'élément, au début, c'est un concept très fin, puis après, si on arrive à regrouper les idées, on peut manipuler dans notre tête beaucoup plus de choses, finalement, indirectement. Il y a 2 modes de pensée, alors c'est pas le mode stressé et le mode pas stressé, il y a le mode concentré et le mode pas concentré. Souvent, vous allez passer une journée à essayer de résoudre un problème, vous abandonnez, et sous la douche le lendemain, ou sous la douche le soir, ou n'importe quand, vous allez trouver la solution. Et en fait, il a été montré que quand on est concentré, on va utiliser des mécanismes de réflexion et d'apprentissage qui sont très différents de quand on est déconcentré, si vous voulez. Et dans le cas où déconcentré, on va créer des connexions qui sont beaucoup plus globales, un peu une vue d'ensemble. Et donc on va aller chercher et relier des concepts qui sont beaucoup plus globaux et créer des choses qui sont finalement beaucoup plus intéressantes pour créer une compréhension globale d'un ensemble de connaissances. Alors que quand on est concentré, on va travailler sur une compétence spécifique. Si j'apprends à taper vite, je vais me concentrer et je vais taper plus vite, mais on n'apprendra pas l'orthographe, par exemple. Et protéger vos séances d'apprentissage. Donc, essayez de couper au plus possible vos distractions. Donc, enlevez Facebook, enlevez Twitter, etc. Enlevez votre mailer ou les notifications en même temps quand vous travaillez. Le but, c'est de maximiser le temps où on est concentré. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de passer 3 heures à faire quelque chose si on aurait pu le faire concentré en un quart d'heure globalement. Et le quart d'heure d'apprentissage ou de travail d'ailleurs sera meilleur que les 3 heures de travail pas concentré. Évidemment, on peut être concentré tout le temps. Donc, l'idée, c'est de faire plein de choses. Donc, un outil pour ça que j'utilise. En fait, je m'étais dit un jour, la technique que je vais introduire ici. Ah oui, une dernière chose. Il a été prouvé, alors ça me gêne parce que j'aime pas écrire, que si on écrit à la main, ça marche mieux. Si on prend des notes à la main, ça marche mieux que si on prend des notes sur un ordinateur. On va mieux retenir les choses. C'est pour ça aussi que si vous donnez un cours, normalement, vous allez avoir un tableau à côté pour écrire des choses, pour avoir finalement une note manuscrite de ce que vous faites. Il a été montré que c'est plus efficace. C'est pour ça que si vous faites des cours sur Coursera ou des choses équivalentes, souvent les gens écrivent sur les slides. C'est pas qu'ils ont oublié de préparer le slide, ne vous inquiétez pas, ils ont bien préparé ce qu'ils allaient dire. C'est juste que quand on écrit, on retient mieux, et quand on voit quelque chose écrit à la main, on retient mieux. Donc la technique dont je parlais, la technique Pomodoro. Alors pourquoi Pomodoro? Puisqu'il y
des minuteurs comme ça pour la cuisine, en forme de tomate, que l'auteur est italien, il me semble. Donc en fait, c'est quoi cette technique? C'est de dire on va mettre un minuteur de 25 minutes, alors chacun peut adapter la durée. Et pendant ces 25 minutes, on travaille sur une tâche qu'on s'est donnée, on a décidé avant sur quelle tâche on travaille, et on refuse de s'interrompre. On reçoit un mail dans cette période, on ne le lit pas. Idéalement, on ne sait même pas qu'on l'a reçu, etc. Donc on refuse toute interruption, on s'engage à être concentré. Vous allez me dire, bah ouais, on veut tous être concentrés. L'avantage de cette technique, c'est qu'on se dit, c'est 25 minutes, c'est pas long 25 minutes. On peut arriver à s'engager à être concentré à 25 minutes. Donc ça marche en fait. Moi j'ai essayé, je me suis dit, je me donne 2 semaines pour essayer, si ça ne me plaît pas, j'arrête. Et c'était il y a 6 ans. Et aujourd'hui encore, je fais mon Pomodoro. Un des points clés de cette technique, c'est que toutes les 25 minutes, on s'interrompt, on fait une pause, et finalement on repasse dans un mode diffus, on fait un peu d'exercice, on se lève, on s'étire, etc. Voilà, bon, il y a d'autres détails, mais le principal c'est qu'on s'engage à être concentré, donc on l'est, et on s'engage à faire des pauses. Un autre outil que je n'utilise pas, mais j'utiliserai bientôt, c'est les flashcards. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs. L'idée, c'est qu'on va se faire des cartes comme ça. On peut en acheter si c'est sur des domaines super spécifiques, mais en général, on va le faire soi-même. Où on va mettre une question. Ici, genre 3 x 7, ça fait combien? Et derrière, il y a la réponse. Mais on ne relit pas une leçon où c'est écrit 3 x 7 égale 21. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 x 7, on retourne la carte que quand on a réfléchi à la réponse et qu'on essaie de la retrouver. Si on trouve vite, on met la carte dans une boîte qui dit je réessayerai dans très longtemps. Si on trouve lentement, on dit je réessayerai dans 2 jours, quelque chose comme ça. Un autre outil, c'est les concept maps. Donc pour vérifier et pour consolider notre compréhension, on peut faire des cartes, pas mentales, des cartes de concept, où chaque rond est un concept et chaque trait, qui sont tout aussi importants que les ronds, est une relation. Donc c'est pour tester qu'on a bien compris les choses. Donc, vu que j'ai peu de temps, je vais passer à la seconde partie assez rapidement. Mais pour faciliter l'apprentissage, par exemple dans un Rails Girls, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être enthousiaste, puisqu'on a montré on a pu étudier que si la personne ne croit pas à ce qu'elle dit, ça ne va pas marcher. Il faut connaître les gens et leur intérêt. S'ils ne sont pas intéressés, c'est pas de chance. Dans un Rails Girls, par exemple, on sait que les gens qui viennent sont intéressés. C'est déjà un beau cadeau. Connaître le niveau. En fait, il y a 3 niveaux de compétences globales. Il peut être novice, compétent ou expert. Novice, on ne connaît vraiment rien. En gros, compétent, on se débrouille. En gros, on peut écrire du code avec Stack Overflow, par exemple. Et expert, c'est-à-dire on sait gérer tous les cas particuliers, on sait jouer avec les règles et ne pas les respecter quand il faut. Un concept important au niveau du niveau, c'est la zone proximale de développement. C'est la zone, en gros, dans laquelle on n'est pas compétent, mais dans laquelle on peut facilement s'améliorer. Si quelque chose est trop dur, et je vous le fais faire, vous n'arriverez pas à progresser, vous allez vous décourager. Si c'est trop simple, vous allez vous ennuyer. Donc il faut aller viser des exercices qui sont dans cette zone, en gros, où on peut évoluer. Ce qui est très important, c'est aussi ce qui a été montré pour le succès dans l'apprentissage, c'est que pour réussir, on a besoin de savoir qu'on appartient au groupe, si c'est un groupe d'apprenants, etc. Et qu'on a raison d'être là. Donc il y a le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est de dire « Ah, je suis là parce que j'ai de la chance, je ne mérite pas d'être là, les autres sont meilleurs que moi, etc. » Donc ça, c'est un syndrome qui est très présent et en fait qui empêche de vraiment apprendre. Donc il faut combattre tout le temps. Il y a un TED Talk très bien là-dessus, entre autres. Voilà. Donc quand vous présentez quelque chose, il ne faut jamais utiliser just. Alors, par exemple, je suis en train de coder et en live coding et je vais dire alors là, il suffit de faire ça. Je transmets l'information comme quoi c'est simple. Et les gens pour qui c'était pas évident vont tout de suite se sentir imposteurs, parce qu'ils vont se dire putain, c'était évident pour tout le monde. Moi, c'est limite pour moi, je ne devrais pas être là, etc. Ok, je fais quand même le slide suivant pour finir. Mais à propos du mindset, pour s'assurer que les gens développent un mindset d'évolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en gros mettre l'accent sur les choses qui correspondent au growth mindset, c'est-à-dire dire qu'on peut apprendre, etc. Se féliciter les gens quand ils font des efforts.
attribuer le succès au fait de travailler. Quand on fait une erreur, dire que c'est normal et que ça fait partie du processus d'apprentissage, etc. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est féliciter les gens en fait quand ils savent, pas parce qu'ils ont appris, etc., mais parce qu'ils savent déjà a priori. En gros, mettre en avant les gens qui savent déjà, quelque chose qui va être très mauvais pour un groupe. Décrire quelqu'un comme smart, donc quelqu'un qui serait doué, ça c'est quelque chose qui va effectivement, pour tous les autres, les mettre, mais même pour cette personne d'ailleurs, les mettre dans un mauvais mindset. Et voilà, essayer de dire que nous on sait et qu'on n'évolue pas, c'est aussi pareil. Je sais pas, je m'interromps. J'ai deux petites techniques. Alors une première technique qu'on utilise dans Software Carpentry quand on fait des workshops, c'est de donner des post-it aux gens de couleur, et on s'en sert à plusieurs moments. Donc en fait, quand on donne des exercices aux gens, on leur dit enlevez le post-it, et quand vous avez fini, mettez votre post-it vert sur votre laptop. Comme ça ici. Comme ça, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'instructeurs, on voit directement qui a fini, on peut savoir la progression des gens. On s'en sert aussi dans le même cas, sauf qu'on met un post-it rouge pour dire j'ai besoin d'aide. Il y a peu de gens qui vont lever la main, qui se sentent assez à l'aise pour dire j'ai besoin d'aide, venez m'aider. Par contre, mettre un post-it rouge, c'est discret, personne ne le sait. Et ça change tout. Et on s'en sert aussi pour faire des questions à choix multiples. Si à un moment donné, on veut savoir quelle est la compréhension des gens, on peut utiliser les post-it de couleur qu'ils ont pour sonder leur compréhension. Et à la fin, en général, à la fin de chaque session, on leur fait rendre un feedback pour savoir ce qui était bien et pas bien, en écrivant sur un post-it rouge les choses à améliorer, et sur un post-it vert les choses qui étaient bien. Une dernière chose, c'est qu'on peut utiliser un groupe pour s'auto-former. Donc ça, on peut l'utiliser, ça prend un peu de temps dans un cours, mais on peut l'utiliser de manière relativement efficace pour attaquer des mauvaises conceptions. En fait, quelqu'un qui ne connaît pas une chose, c'est pas grave, mais quelqu'un qui connaît quelque chose de faux, c'est très dur à enlever. Une fois que vous avez une mauvaise conception dans la tête, c'est très dur de l'enlever. Donc le principe ici, c'est quoi en gros? C'est qu'on fait une sorte de QCM interactif où on pose une question un peu qui va finalement mettre en évidence la malconception. Les gens répondent avec leur post-it, par exemple, en disant je pense que c'est comme ça, les autres machins. Et après, soit à l'échelle du groupe, sous forme d'une sorte de débat organisé, soit par petits groupes entre eux, on les fait discuter. Et ce qu'on observe, c'est qu'après la discussion, pendant 2-3 minutes de discussion, souvent les avis ont changé, donc la distribution des réponses a changé, et très souvent, enfin quasiment tout le temps, on a convergé vers la bonne solution. Donc entre eux, les apprenants, en discutant, en disant ah on n'a pas le même avis, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Ils sont convaincus que celui qui avait raison, entre guillemets, avait raison. Ça c'est quand même assez magique, et on peut l'utiliser très fortement dans certains cas. Donc les ressources principales que je recommanderais, un livre qui est relativement complet, alors c'est tout en anglais par contre, un MOOC, donc un cours en ligne, qui est concentré sur l'apprentissage vraiment, voilà, c'est là qu'ils diront de faire du sport, d'arrêter de procrastiner, etc. Software Carpentry, donc on organise des workshops, mais on forme aussi nos instructeurs. Et tout le matériel est en Creative Commons et disponible en ligne. Donc il y a plein de ressources dans ce cours. Et voilà, bien sûr, vous pouvez creuser tous les concepts dont j'ai parlé ici. Voilà, donc un seul conseil, continuez à apprendre. Si vous arrêtez d'apprendre, vous êtes fini. Et voilà, désolé pour le temps. Du coup, on prend deux petites questions, s'il y en a. Bon bah, next. Vas-y. Moi, en fait, cette année, en écrivant un mémoire et du coup en faisant des recherches, je sais pas, ça fait un peu flemmard de dire ça comme ça, mais il y a des moments où je sens que je suis pas disposée à apprendre ou à me mettre dans une phase de recherche, que je suis pas disposée à être concentrée en fait. Et d'autres où par contre je sens que c'est le moment ou jamais pour ça, où quand on a plein de tâches différentes à faire, il y a des moments où je me dis là il faut que je fasse ça, si je le fais pas maintenant, est-ce que ça c'est quelque chose qui est
mauvais dans le sens où il faudrait que je sois tout le temps disposée à faire quelque chose, ou est-ce qu'il faudrait que je suive mon instinct Alors, j'ai pas de réponse tout de suite. Je pense que la chose qui répond le plus à ça, c'est ça se trouverait plutôt dans le MOOC, si on veut aller chercher dans ce que j'ai pu lire. En gros, typiquement, travailler pour les deadlines, c'est une dynamique qui est pas à enlever, en fait. C'est bien, ça nous motive, etc. Moi, j'ai fait la présentation cet après-midi. Voilà, j'aurais jamais été aussi efficace sinon. Et c'est ce qu'ils disent un peu. Après, il ne faut pas que ça devienne une deadline permanente, parce que ça, on va s'épuiser. Le fait qu'on ne soit pas disposé à certains moments, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Surtout pas culpabiliser ou quoi que ce soit là-dessus. C'est l'occasion d'aller faire du sport ou de faire de la méditation, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est pas un problème, sauf si c'est chronique. Si on n'arrive pas à travailler, ça veut dire qu'on est plus du tout à jamais rien faire, c'est qu'on est sur un des métiers. C'est juste une petite question sur. Tu parles un moment d'enthousiasme et autres, et je veux savoir si tu as vu, par exemple, c'est l'esprit de compétition, tu vois, qui pousse les gens à se dépasser. Et je vois par exemple sur un slide où tu dis il ne faut pas lire juste, où il y a des gens qui ont peur de mettre un post-it rouge. C'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas différents publics aussi dans le apprendre à apprendre? On est tous différents, il y a des gens qui sont un peu plus fragiles et des gens qui adorent se confronter, tu vois. Est-ce que tu mets ça dans le même sac dans le développement personnel ou... Je pense qu'il y a un peu les deux extrêmes, donc si on se compare jamais, finalement, on risque de moins progresser qu'on pourrait, entre guillemets. Mais tout ce qui est compétitif, ça a été montré que tout ce qui est surcompétitif ne marche pas. Si on fait une école où on essaie d'ailleurs c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est compétitif et on dit tout le monde va réussir. Enfin, en gros, ça met les gens dans un cadre où s'ils échouent, c'est de leur faute. Et donc ça stigmatise finalement l'échec et c'est des choses qui sont globalement pas bonnes. Après, effectivement, il y a des gens qui vont marcher très bien dans un esprit compétitif, qui ils vont se faire battre, je sais pas, dans un match de sport, etc. Ça va les rebooster, etc. Mais globalement, sur un groupe, instaurer un esprit de compétition est mauvais. Les gens évoluent mieux s'ils coopèrent. Cool. Ok.